Mais je comprends pas un truc. Pourquoi il s'abonne pas? Parce qu'il y a un connard qui prétend que ça sert à rien. Ça alors? Je le crois pas. Apollo Creed. T'es pas abonné? Bah alors? Compte pas sur moi pour te laisser un pouce bleu, tu peux toujours courir. Ok, mec, t'as gagné, allez. Je te laisse un commentaire. 2010, l'année du premier contact. Ce film de 84 est la suite du film de Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, de la suite du roman écrite par le même Arthur C. Clarke en 82. Petite parenthèse, c'est réalisé par Peter Iams, qui avait réalisé 3 ans plus tôt Outland. C'est un remake du Train sifflera 3 fois, un western, mais dans l'espace, avec Sean Connery. Alors c'est pas super, c'est pas super. Si vous êtes fan de films d'espace, à la limite, regardez-le. Un remake. Ouais, là, non, franchement, tu fais un remake, ça le ferait. Alors le point fort du film, c'est les FX. Niveau réel, on retrouve cette touch des années 80. Incrustation planète, intérieur vaisseau, maquette, que j'adore tout particulièrement. Si vous kiffez le Nostromo, vous allez adorer le Léonov. Hein. Ils ont même mis une petite musique angoissante, t'imagines? Tu rajoutes Ripley en combi. Oui, Ripley en petite culotte si tu préfères. Et puis, mais t'y es. Hein. Alors, certains plans nous montrent l'étendue des décors. Et on voit qu'en fait, les gars, ils ont reconstitué, ils ont recomposé un vaisseau avec plusieurs pièces et couloirs. Ce qui est assez rare pour que je le souligne. Voilà, comme dans Moon, où les mecs avaient fait un décor à 360 degrés, quoi, pour être sûr qu'on y soit, quoi. Bon, on est d'accord, il y a des endroits du vaisseau, ça ressemble plus à des machines à sous de casino qu'à autre chose. Hein. Les gars, ils sont un petit peu à l'effort sur les lights. Hein. La maquette du Léonov peut sembler banale. Mais moi, j'ai eu l'œil. C'est une des rares maquettes à avoir une de ces parties qui est en rotation par rapport au reste. Il faut reconnaître que ça fait super classe, du coup. Le truc bouge. Il fait pas juste que scroller comme ça. Ça rend les plans plus dynamiques que juste des maquettes qui flottent comme ça, inertes dans l'espace. Et des plans dans l'espace, il y en a tout le long. Beaucoup plus que dans la moyenne des films. Et des pas dégueux, voire très intéressants. Comme celui-ci, où on voit le Léonov qui approche de Discovery, en train de tournoyer sur lui-même, avec en fond Jupiter. Moi j'aime bien. Ouais, tu me passes ça pendant 2 heures, je suis content. Cette omniprésence des plans dans l'espace dont je suis friand laisse donc moins de temps à développer l'histoire des gens dans le vaisseau. Et on en vient au point faible du film. Car du coup, l'histoire est... Alors ça raconte quoi? Sur fond de guerre froide soviético-américaine, un équipage mix, russe-américain, part à bord du Léonov. Retrouvé 9 ans plus tard, le Discovery de 2001, pour découvrir les mystères. HAL, le robot tueur, le putain de rectangle noir à la con. Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé à une tablette de chocolat au début, moi. Ouais, tu penses ce que tu veux, moi j'ai pensé à ça, c'est tout. Si c'est du chocolat, c'est con parce qu'ils n'ont pas fait des rainures. Donc à péter, ça va péter n'importe comment. Et c'est là que ça pêche. Le film ne raconte rien. Dans le sens où les événements se seraient quand même passés avec ou sans humains. Les cosmonautes font leur truc, ils font leur truc de cosmonautes, ils prennent des photos, ils découvrent le bug de HAL 9000, ils rencontrent le monolithe noir sans rien apprendre de lui, et même le spectre de Dave Bowman, l'homme spatial, vous savez, le survivant de 2001 là, qui se transforme en fœtus dans l'espace avec des gros yeux là. Et sans rien non plus apprendre de lui, voilà.
Et non seulement il ne se passe rien de nouveau, mais en plus de ça, il trouve le moyen de démonter le truc le plus intéressant de 2001, à savoir HAL 9000, la machine qui ne voulait pas être débranchée. Alors, il faut savoir que mon système à moi ne contrôle que la machine à cappuccino. Ah, je suis pas con. J'ai pas confié ma vie à un robot. Mes circuits électroniques m'interdisent de vous faire du mal, Butch. Je n'en doute pas, Contrôle, je n'en doute pas. Car jamais, au grand jamais, l'idée d'empoisonner votre cappuccino n'a traversé mes circuits électroniques. Car déception ultime, HAL n'a donc pas développé de conscience. Non. Cette révélation casse totalement la réussite de 2001. Cette machine qui ne voulait pas être débranchée, c'était du génie. Ce robot tueur conscient de sa propre existence était un des meilleurs plot points pivot central, un des meilleurs master plots de l'histoire du cinéma. Et là, en fait, on apprend que HAL, il a juste bugué parce qu'il y avait des ordres de mission mal rédigés qui étaient contradictoires. Tu vois ? En fait, les mecs, ils ont oublié de mettre une virgule. Non, fallait le garder, le robot, là. Il était fourbe, j'aimais bien. Fallait le garder, fallait jouer avec ça. T'aurais pu faire une putain d'histoire. Alors, il aurait pu trahir tout le monde à la fin et tout. Ils sont cons. Les gars privent le scénario du personnage synthétique le plus charismatique de tous les temps. Alors donc, le spectre de Bowman apparaît. Elle nous apprend que le monolithe a des projets et qu'il faut pas rester dans le secteur. En gros, faire mieux de décamper parce que ça va péter dans 5 minutes. Voilà. Et sinon, Dave, t'aurais pas un petit truc à nous dire? Une petite... Hein? Non, je sais pas, une petite révélation, un petit... Non? Rien? Bon, à plus alors. On se fait un petit café, Tu passes à la maison? Petit kawa, hein? Voilà. Alors, malgré les tensions diplomatiques sur Terre, russo-américaine, l'équipage doit faire équipe pour s'en sortir. Les symboles de messages de paix des années 80 refont souvent surface pendant le film. Voilà. Et c'est là qu'on a d'ailleurs un des moments les plus intéressants du film. On demande à HAL de se sacrifier pour sauver des humains. Va-t-il le faire? Oui, il va le faire. Voilà. Bon, c'était le seul moment intéressant, mais... J'aurais quand même vraiment aimé qu'il les baise. Donc le Léonov, avec son équipage, se casse. Comme ils sont venus. On est bien d'accord. Hein. Ils n'ont servi à rien. T'es là, t'es pas là, c'est pareil. Et donc, les monolithes... Alors, spoil... Allez, coupe le son, tu regardes ma main, regarde. Voilà. Les monolithes transforment Jupiter en 2e soleil. Et mettent de la vie sur un de ses satellites, à savoir Europe, qui sera donc une 2e Terre. Voilà. Oui, je sais, 2 soleils dans un système, ça marche pas. C'est bon, non mais on passe là-dessus, passe. Tout le monde est sauvé. Il y a de la vie sur Europe. Les Américains et les Soviétiques se font des bisous. Fin. Super décor. Ambiance pas dégueu, mais zéro scénar. Ah, y a pas d'incohérence, hein. Ah bah non. Ah, il est pas mauvais, hein. Ah non, il y en a pas. Il ne se passe rien. Pas d'intrigue. Pas d'intrigue propre au personnage. Quel gâchis. Parce que je suis désolé, il y avait quand même de quoi faire. La femme de Floyd, interprétée par Rush-Eder, le mec qui avait dans Les Dents de la Mer, on n'en entendra plus parler. La petite russe, là, qui vient se blottir dans ses bras, pareil. Pas de love interest, pas de double jeu sur fond d'espionnage industriel. L'équipage est calme. Tout le monde s'entend bien. Personne ne pète un câble. C'est justement ça qui me fait péter un câble, moi. Y a qu'un mort. C'est-à-dire qu'en plus d'être inutile, ce mort est tellement téléphoné... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Franchement, tu peux aller ranger tes chaussettes et revenir. Le mec meurt parce qu'il le voulait bien, en fait. Ah non, mais c'est une des morts les plus cons, limite suicidaires, que j'ai jamais eu de ma vie. Ça se voit que c'est dangereux. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ils voulaient envoyer une sonde, les mecs. Ça suffisait. Non, je vais bien y aller, hein. Non, mais attends, tu sais pas ce que c'est, ça a l'air, ça craint quand même, non? Non, mais moi, je veux y aller. Bon, allez, va mourir. Voilà, mais c'était sûr, en fait. C'était sûr.
Il y avait moyen de rendre les ruptures diplomatiques terrestres et russo-américaines bien plus dramatiques à bord du Léonov. Mutinerie, baston, capture, coup de pute, attaque à main armée. Tu rajoutes là-dessus des doubles jeux, une petite histoire d'amour impossible. Hal qui redevient fou. Bah oui. Et puis tiens d'ailleurs, l'autre robot sur Terre là, à la voix de femme avec un œil bleu. Ah bah pareil, le truc on le reverra plus quoi. Quel dommage. Le fantôme de Bowman par exemple, tu vois, il aurait pas juste servi à juste à dire des trucs. Non, tu vois, il claque des portes la nuit dans le vaisseau, tu vois. Il fait quelque chose, il fout les boules en mode Conjuring. Et pourquoi pas. Et puis, putain de rectangle noir à la con, transforme les hommes en fœtus là. Bordel, mais tu prends tout ça. Niveau scénar, il y avait plus qu'à plancher un petit peu. Hein. Tu touillais, tu faisais revenir à feu doux, sel, poivre, hop, à table. Du coup, c'est sans mal que l'on comprend mieux pourquoi le film est relativement méconnu, malgré que il soit la suite d'un standard du cinéma de SF. Non, parce que c'est vrai que déjà, des fans de 2001, il n'y en a pas des masses. Mais des fans d'une suite d'un film qu'il n'y a déjà pas des masses, ça écrème. Tu vois, il y a une sélection qui s'opère, hein, ce qui fait qu'en bout de chaîne, il n'y a plus personne. Hein. Malgré tout, je conseille ce film aux fans de SF pour les maquettes et les décors. Là, je suis d'accord. Oui, allô? T'es con. Hein? Quoi? Une chronique sur quoi? La planète des singes? La nouvelle trilogie? Oh, si tu veux, je vais faire ça. Ça te dérange pas si je suis méchant ou pas? Ah, bah c'est bien. Bon, bah je vais faire ça.